Bonne année, bonjour à tous, je suis Tia, votre Happy Broker et aussi votre animatrice. Alors écoutez, merci de nous avoir écoutés. Ça fait aujourd'hui, c'est le 5e épisode et 7e production parce que parfois, je fais l'entrevue avec mon invité selon sa langue ou ses langues de l'entrevue. Donc, ça fait parfois plusieurs entrevues par épisode. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion d'immeubles locatifs. Alors, dites-moi, dans votre tête, lorsqu'on parle d'un immeuble locatif, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un triplex, un sixplex, quelques blocs d'appartements ou encore une tour d'appartements, comme c'est le cas de chez Collection Equinox. Alors, pour couvrir ce sujet qui est relativement important, mais très souvent discuté au public, j'ai le plaisir d'inviter Philippe Mouhani, le cofondateur et le président de Collection Equinox. Bonjour Chahi, bonjour tout le monde. Bonjour. Très heureux d'ouvrir l'année ensemble. Oui. De casser la glace pour un 2022. Oui, absolument. Et est-ce que Philippe, tu peux nous peut-être partager avec l'audience comment est-ce qu'on s'est rencontrés? En fait, c'est une rencontre par amour. Grosso modo, on travaille pas nécessairement ensemble, mais on est tous les deux dans le secteur de l'immobilier. Oui. Mais c'est les yeux et le sourire qui m'ont charmé en premier lieu. Ah, merci. Bon, alors, en tout cas, sincère merci d'avoir accepté mon invitation que j'ai lancée il y a déjà bien longtemps. Plus d'1 an. Oui, c'est vrai. Bon, je suis persistante. Exact. Parfait. Alors, d'abord, pour vous qui ne connaissez pas Philippe, c'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'il y a multiples talents. En fait, ça fait pas longtemps qu'il est en immobilier, moi non plus, mais il a vraiment réussi à créer avec ses partenaires quelque chose d'extraordinaire. Je vais lui laisser parler un peu peut-être de ton parcours, s'il te plaît, professionnel. Oui, en fait, de façon professionnelle, j'ai travaillé avec l'entreprise familiale, avec mon père pendant des années. Suite à la vente de l'entreprise, je me suis retourné vers l'immobilier par l'opportunité qui m'a été présentée par mon partenaire principal, là, Jadco. Donc, on a planifié de construire 5 sites. Je me suis lancé les 2 pieds dedans, l'immobilier. C'est une grosse courbe d'apprentissage dans les premières années. Puis maintenant, c'est ça, là, je suis dans l'immobilier à temps plein. Que ça soit du développement ou de la gestion immobilière. Puis aujourd'hui, on va parler de la gestion immobilière parce que c'est un point, justement, qui, avec le temps, veut pas, augmente. Oui. Plus qu'on augmente en nombre de portes, plus qu'on augmente en complexité et en charge de travail au niveau de la gestion locative. Donc, c'est ça. J'ai fait la transition à faire de la gestion puis de l'administration en usine alimentaire, en entreprise familiale, puis par la suite, là, avec mes partenaires là, en immobilier maintenant. Là. Oui, donc qu'est-ce qu'on apprend ici? En fait, si je me permets de résumer, il y a 2 choses. D'abord, un changement de trajectoire complètement différent. C'est possible parce qu'on a un exemple de réussite devant nous, dont je suis très fière. Et aussi, qu'est-ce qui est pour moi impressionnant? C'est, en fin de compte, toi et André Toudac de Jadco, vous avez su vraiment créer votre propre marque. Comme par exemple, selon sur le marché, en fait, lorsqu'on bâtit des immeubles, les grandes tours d'habitation, alors bien souvent, on voit les promoteurs, on voit les développeurs, ils vont construire et ils vont revendre les unités. Mais dans le cas de Collection Equinox, c'est bien différent. Ils ont vraiment fait un plan d'affaires bien rigoureux. Ils ont su comme vraiment acquérir des terrains et de créer des immeubles pour but locatif. Donc, à ce moment-là, une pierre deux coups. Non seulement ils font du développement,
construction, mais aussi ils gèrent leurs propres immeubles et augmenter la valeur de ces immeubles futurs. Oui, puis pourquoi une marque, en fait? Qu'est-ce qui nous poussait à faire l'ensemble des sites sur la même marque et le même nom? C'était aussi pour offrir de la valeur au même titre que des grandes chaînes d'épicerie créent de la valeur en ayant un gros système de distribution. Nous, on voulait créer de la valeur avec du volume, donc de la valeur aussi pour les clients. Oui. Et indirectement pour nous. Donc, c'était vraiment important de décrire une valeur de marque, mais d'apporter de la valeur réelle, là, que ce soit la grandeur des unités ou des choses comme ça. C'était dans cette perspective-là de détention long terme aussi. Il faut le dire aussi que ça influence beaucoup de choses aussi quand tu fais ta stratégie, si c'est plus du court terme ou du long terme. Oui. En fait, t'as vraiment pas à me convaincre parce que je fais la stratégie de marque depuis presque 20 ans et je crois profondément à son pouvoir. Alors, merci de partager ce beau parcours avec nous. Aujourd'hui, on va plus parler spécifiquement de la gestion d'immeubles locatifs. Donc, première des choses, c'est parce que je travaille avec différents investisseurs. Donc, il y a les gens qui aiment acheter des multilogements de quelques unités. Il y a des gens qui achètent les packs immobiliers de quelques milliers d'unités. J'ai des clients qui possèdent 1000 unités, qui possèdent 6000 unités. Donc, en fin de compte, est-ce que rapidement, tu peux nous partager quelle est la différence entre la charge de travail d'un gestionnaire d'immeuble qui gère, par exemple, 20 fois 6plex ou un gestionnaire qui gère une tour de 120 appartements? Non, en fait, la grosse distinction que je pourrais en faire, puis à vol d'oiseau, c'est les gens. Supposons qu'on gère plusieurs immeubles de plusieurs plex répartis dans une même région, que ce soit les locataires qui vont habiter ces logements-là ou le personnel que vous devez avoir dans votre équipe de gestion va être très différente. Pensons à juste la réparation de ces unités-là. Quelqu'un quitte, on doit réparer. Les gens qui sont à l'entretien, oui, on peut avoir des gens qui habitent dans chacun des plex, mais habituellement aussi, avec le volume, on va être porté à avoir des gens en camionnette qui vont aller se promener. Que si vous avez des immeubles, je sais pas moi, des tours de béton, comme nous on fait, à 100 unités et plus, ben ça devient une communauté. Donc, c'est les locataires et ils se rencontrent. Ça devient vraiment une gestion communautaire d'un immeuble au complet. Donc, c'est différent. C'est avec des personnes plus sur site à temps plein. Donc, c'est très différent que ce soit pour le type de locataire qu'on va avoir et le type d'équipe de gestion et de structure organisationnelle que vous devez avoir pour gérer ces immeubles-là. Oui, tout à fait. En fait, j'apprécie beaucoup entendre le mot communauté. Parce que dans les quotidiens, je vois effectivement que vous faites, en fait, au sein de ton équipe, vous faites différentes initiatives pour vraiment créer un meilleur esprit de communauté pour mieux servir, en fait, vos locataires, qu'ils soient dans un bâtiment ou dans un autre, toujours sous le même nom. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, en fait, c'est parce que j'y crois, c'est ce qui fait la différence entre un 2 chambres et un autre 2 chambres ailleurs. Donc, c'est vraiment quand les gens parlent de leur vie de quartier, quand les gens parlent de leurs voisins. Donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, que ce soit les activités pour que les gens soient plus proches. Oui, même en temps de COVID, c'est quand même possible. On en fait des activités par le web. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est ce qui fait la différence, là, que quelqu'un veut rester à long terme, toujours dans la perspective de long terme, là, justement. Oui, c'est très bien, cette perspective de long terme. En parlant de la COVID, justement, je sais que c'est quand même depuis près de 3 ans, avec beaucoup de changements de mesures gouvernementales, beaucoup de restrictions. J'imagine que les gestionnaires d'immeubles aussi, ça vit des hauts et des bas. Je me demande rapidement, quels sont les impacts qui sont arrivés dans vos quotidiens et aussi quelles sont peut-être les mesures que vous avez établies temporairement que selon toi, qui pourraient devenir permanentes?
Une grosse question. Oui. J'aimerais bien que le gouvernement me dise l'année prochaine de quoi ça va avoir l'air. Mais en gros, c'est ça. On faisait un petit peu la distinction entre gérer un immeuble de 6 logements ou gérer un 150 logements et plus. C'est la communauté. Donc, c'est les politiques de l'immeuble à la fin et la communication qu'on fait auprès des locataires. Parce qu'on s'entend, si le gouvernement change leurs règles, on a une responsabilité en tant que propriétaire ou gestionnaire d'immeuble de les appliquer. Je vous donne un exemple en ce moment. Au niveau des ascenseurs, oui, on pourrait limiter à 2 personnes, mais on essaie de plus limiter à une bulle familiale. Donc, si c'est une dame avec ses 2 enfants, c'est évident qu'elle peut descendre à l'ascenseur, alors qu'une règle d'avoir 2 personnes pourrait mélanger, puis là, ça devient de la confusion. Donc, à la fin, la gestion immobilière, c'est de la gestion des gens. Pour moi, c'est comme toujours dans cette optique-là que j'approche beaucoup de choses en entreprise. Donc, si les règles sont bien communiquées, si les politiques sont bien appliquées, puis si c'est équitable pour tout le monde, je pense que ça peut que bien se passer à partir de ce moment-là. La question sur le long terme, je crois que le télétravail va certainement rester. Le besoin d'être à proximité de son travail pour le déplacement. Et on pense au centre-ville en ce moment avec des taux de vacances, que ce soit dans le commercial, dans le bureau ou même dans le locatif, parce que Montréal, au centre-ville, est en train de se dépeupler comparément aux régions où on a des taux de vacances très bas. Donc, je crois qu'à long terme, le télétravail va rester. Nous, vous voyez, dans certains immeubles, on a des centres d'affaires où que les gens peuvent louer. C'est comme une extension de leur appartement pour pouvoir travailler dans le camp et non pas dans la cuisine, comme beaucoup de gens le font maintenant. Oui. Qu'est-ce qui va rester aussi? Je crois que tout ce qui est réservation de salles, les habitudes se créent. Je pense à seulement les dernières journées qu'on a eues où les gens essaient il y avait jusqu'à Noël pour pouvoir se rencontrer. Ils se rencontrent avec des plus petits groupes. Ils vont réserver des salles. Oui. Donc, la réservation va être de plus en plus quelque chose qui va être poussé avec le temps. Donc, c'est réserver un moment ou avec des gens un peu plus, avec beaucoup moins de gens. Là. Je cherche les mots, là, mais c'est à peu près ça là, que je vois qui va être les gros changements. Sinon, peut-être d'autres choses vont revenir à la normale, là, je l'espère. Moi aussi, ouais. certainement. En fait, c'est les changements gouvernementaux qui sont les plus difficiles pour les gestionnaires d'immeubles. Dans bien des secteurs. Oui, on nous parle de fermer les gyms commerciales, exemple, puis... je pense à mes confrères qui sont à la Corpic qui se tirent les cheveux à savoir comment on traduit ça, fermer les gyms. Est-ce que si on est seul dans un gym, est-ce qu'on doit le fermer ou pas? Est-ce que les piscines, on doit les fermer ou pas? Donc, on doit traiter l'information et en faire notre propre jugement aussi, ce qui n'est pas évident là, dans les zones grises. Là, ouais. Tout à fait. En tout cas, je vous lève mon chapeau. Par la suite, en fait, je voudrais qu'on discute du neuf et des bâtiments vieillissants. Dans le fond, par exemple, en ce moment, je suis en train de vendre un immeuble locatif neuf de 150 portes. Alors, ces 150 unités-là, qu'est-ce que je vois au niveau de la pression chez le gestionnaire et le propriétaire d'immeuble? C'est de pouvoir remplir l'immeuble avec 150 bons locataires le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça, c'est les défis pour un immeuble neuf. Alors, quels sont les défis pour un immeuble locatif vieillissant? Sont-ils différents? Et comment on approche? C'est certainement une question de maturité. Puis quand on parle d'un immeuble neuf, si c'est suite à la construction, évidemment, il faut que le promoteur ait rempli son immeuble le plus rapidement possible. Tout dépend des ratios financiers qui sont demandés par son prêteur. Donc oui, il y a une grosse pression à remplir l'immeuble pour atteindre les objectifs de revenus et de dépenses dans la première année. Puis ça, c'est une pression qui est normale. Il faut remplir l'immeuble. Il faut que le revenu puisse subvenir à l'ensemble des coûts de l'hypothèque, tout ça, les taxes, absolument, tout ça. Absolument. Dans cette période-là, il y a deux stratégies que je vois. Il y a deux stratégies, puis entre les deux qui existent, il y a des gens qui vont signer des baux coûte que coûte,
Il y a des gens qui sont plus à une visée long terme. Est-ce que les gens ils ont une perspective de revendre l'immeuble ou de garder pour les 40 prochaines années? Ça change aussi un petit peu la dynamique. Il y a beaucoup de construction locative, beaucoup plus qu'avant. Donc, on voit l'environnement. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'était dû. Puis c'est pour ça que je suis rendu dans le locatif. C'est qu'il y avait vraiment l'environnement. On le voit sur l'autoroute, le nombre de grues qui construisent du locatif actuellement. Oui. Donc, il y a plusieurs nouveaux immeubles à locatif actuellement qui sont tous et chacun en train d'essayer d'avoir des locataires puis de remplir leur immeuble, d'avoir des bons locataires, évidemment, c'est toujours très important. Bon, en parlant... Oui, allez-y. C'est ça, justement, en parlant des locataires, on parlait de remplir l'immeuble, que ce soit un immeuble vieillissant ou un ancien. Dans le fond, c'est vraiment une question d'augmenter les loyers, d'optimiser les loyers, d'aller chercher un revenu net le plus élevé possible pour augmenter la valeur des immeubles. De mon côté, au niveau de courtage immobilier, ce que je vois comme tendance, c'est que avec la pandémie, justement, la construction, dans le secteur de la construction, on manque de matériaux, on manque de main-d'œuvre, donc ça devient excessivement difficile de gérer les rénovations, les optimisations des immeubles. C'est aussi la gestion, c'est au niveau du personnel, les matériaux, c'est la même problématique. C'est ça. Puis du même coup, c'est que au niveau des règlements de la régie du bâtiment, ça a aussi un impact pour inciter aux investisseurs d'acheter des immeubles locatifs neufs. Parce que dans les premiers 5 ans, les loyers, on peut facilement les augmenter sans trop de contraintes. Justement, est-ce que... Oui, bien ça revient à votre question. Puis qu'est-ce qu'il y en était pour les immeubles d'un certain âge? Au-delà de 5 ans, justement, la Régie du logement, un locataire a un recours pour débattre de son augmentation. Ceci dit, là, j'en appelle à tous, c'est pas nécessairement une règle absolue de suivre les recommandations de la Régie du logement. Si vous voulez augmenter de tel pourcentage, c'est faisable. OK. Par contre... Oui. Peux-tu nous donner quelques exemples, s'il te plaît, au niveau des augmentations de loyer? Absolument. C'est le challenge, c'est qu'il y a une grille reconnue par la Régie du logement. Vous pouvez aller sur le site de la Régie du logement. Puis la Régie du logement, c'est le tribunal maintenant, mais... grosso modo, on peut se référer à cette grille-là pour établir les augmentations que vous pouvez remettre au locataire. Il va y avoir des travaux, des gros travaux sur l'ensemble de l'immeuble, des travaux spécifiques à l'unité que vous pouvez, mais on parle d'un retour sur 43 ans. Là. Donc, 43 ans, c'est ce qui fait que l'impact de ces règles-là fait qu'on a un parc immobilier vieillissant en partie. C'est une des raisons majeures. Là. Donc, si on fait une rénovation d'un logement, c'est pas nécessairement si simple que ça de le remettre au marché et de pouvoir revenir sur son investissement en gros. Donc, oui, il y a beaucoup de recherches dans de l'immeuble locatif neuf en partie pour cette raison-là. Là. Donc, maintenant, j'imagine qu'avant de vraiment établir le plan d'affaires pour Collection Equinox, vous avez sûrement fait les études de marché. Puis, donc, j'aimerais pouvoir, entrer dans la tête d'un consommateur. Pourquoi un consommateur choisit-il acheter un condo vis-à-vis à louer un appartement de luxe? Quand on a fait nos études, moi, André Doudac et moi-même, un des aspects qui paraissait clair, c'est qu'il n'y avait pas dans le locatif ce qui est offert maintenant avec plusieurs espaces communs. En passant aux résidences personnes âgées, que ça fait déjà des années qu'ils le font, là, avec plusieurs activités, tout ça. Donc, il n'y avait pas cette offre-là. Il n'y avait pas l'offre comme dans les résidences étudiantes. Donc, il y avait vraiment un besoin criant, là, je vous parle en 2015, 2016, 2017, de ce type de produit-là. Les gens qui sont en copropriété aujourd'hui, ils ont certains avantages. Ils sont propriétaires de leur condo, tout ça, mais il vient beaucoup de désavantages à ça. Ils sont attachés souvent avec leur condo. Et les frais de condo, qui avec les nouvelles normes aussi, commencent à augmenter beaucoup. Donc, ça devient un choix pour certains. Pensons aux personnes un peu plus âgées là, qui sont rendues à une certaine étape de leur vie de chercher la liberté, tout ça. Donc, le locatif offre cette liberté-là. Offre la liberté de louer juste pour 1 an.
vous pouvez partir 6 mois en Floride, il n'y a pas de problématique. S'il y a quelqu'un qui est toujours à l'immeuble, qui peut toujours vérifier. Je pense aux gens aussi qui ont des maisons, parce que c'est plusieurs de nos locataires actuellement, peu importe le produit qui est offert en ce moment, qu'on voit que c'est du 55 ans et plus qui sont en train de migrer vers du locatif. Oui, je vois. Merci. Mais justement, en parlant de tous ces condos vis-à-vis appartements de luxe, en fait, dans le fond, est-ce que la gestion d'immeubles locatifs et la gestion de copropriété, c'est différent et en quoi c'est différent? Oui, il y a plusieurs aspects différents, puis il y a plusieurs aspects semblables aussi. Pour les aspects semblables, c'est sûr quand on parle du maintien de l'infrastructure, le revêtement extérieur, la toiture, tous ces aspects-là, ça peut se ressembler. Quand on embarque dans la gestion locative, c'est la gestion des gens qui emménagent, les gens qui quittent, revamper l'unité. Quand on parle de vente de condos, c'est pas la même dynamique où il y a le notaire qui embarque dans le processus. C'est le nouveau propriétaire qui prend en charge des réparations s'il y a lieu. Donc, c'est vraiment très différent. La gestion locative va très, très, très loin dans la vie personnelle, en fait, des gens. Je pense à relouer une unité, il faut avoir le choix de faire visiter des nouveaux locataires potentiels. Il faut que la personne collabore. Donc, on est vraiment dans la dynamique différente qu'avec des propriétaires qui occupent leur condo, sont souvent là pour une dizaine d'années. C'est vraiment pas la même dynamique. Puis les politiques de gestion de copropriété, c'est complètement différent aussi. Oui, en effet. Donc, en fait, ce qui me fascine, c'est que lorsqu'on parle du mot gestion, on gère, dans le fond, toutes sortes de choses. C'est assez complexe. On gère notre équipe de gestion qui gère déjà le financement de l'immeuble, la santé physique de l'immeuble. Donc, on parle des maintenances. Donc, on a une équipe de maintenance. On a aussi une équipe de vente parce que ça prend des conseillers de location pour faire visiter, pour gérer les baux. Justement, on parle de la gestion de baux parce que chaque personne n'arrive pas à la même date, ils ne quittent pas à la même date. Leurs conditions citées dans les baux ne sont pas pareilles, donc il faut gérer tout ça. Il faut gérer la relation entre le locataire et les locataires. Donc, autant de tâches, je me demande comment vous autres, vous parvenez à relever ce défi de taille? Mais dans mon point de vue personnel, puis je pense à toute l'équipe aussi qui travaille au jour le jour, je pense que le fil conducteur de tous les gens avec qui je travaille, puis je pense à mes partenaires qui font de la gestion immobilière, je pense à toute l'équipe qui travaille au jour le jour avec Collection Equinox. Il faut aimer les gens, en premier abord. Il faut aimer les accompagner, il faut aimer faire du service à la clientèle, faut comprendre, être capable de les écouter. Donc, ça, c'est vraiment un des aspects de fil conducteur qu'il y en a. Il faut aimer avoir plusieurs personnels, mais il y a tout aussi être capable de gérer plusieurs espaces. Je pense que tu l'as mentionné, c'est pas très pointu comme type de rôle en gestion. On doit vraiment passer de la connaissance du bâtiment, au niveau de la mécanique, de l'électrique, la ventilation, tout ça. Il faut connaître tous ces aspects-là, parce que sinon, on n'est pas capable de répondre nécessairement à des questions pour les locataires ou de faire les bonnes réparations, jusqu'à du service à la clientèle puis du marketing pur et dur comme on le fait. Donc, l'éventail est très, très large. C'est ce que j'aime, en fait. C'est ce que j'aime beaucoup de ce qui m'occupe maintenant depuis 2017. C'est vrai, c'est palpitant. Oui, c'est ça. C'est ça fait grandir. J'adore ça. Oui, cool. Bon. Justement, avec autant de tâches et puis autant de variétés de responsabilités, comment on rémunère justement un gestionnaire d'immeuble dans un contexte où est-ce que, tu sais, on crie partout, on trouve personne. Donc, c'est quoi au niveau de salaire, les conditions de travail actuellement pour un gestionnaire d'immeuble qui est relativement expérimenté? Si on parle d'un propriétaire qui recherche une compagnie qui va s'occuper de son portefeuille, exemple, le propriétaire a plusieurs plex répartis dans un territoire, comme on a parlé un peu plus tôt. Puis, on a aussi des propriétaires qui ont des tours
de 150 logements. Donc, la structure absolument de facturation qu'un gestionnaire va apporter va différer. Souvent avec des portefeuilles de Plex ou des choses comme ça, habituellement, c'est vraiment la compagnie de gestion qui a tout son personnel sur sa paye, sur son payroll, excusez l'anglicisme, et va refacturer avec les matériaux, tout ça, va s'occuper de la collection de ces appels. Puis l'allocation, des fois, c'est inclus dans le contrat de gestion, des fois, c'est exclu. D'accord. Des fois, c'est le propriétaire lui-même qui s'occupe de l'allocation, ou il va sous-traiter à des courtiers, ou il va avoir quelqu'un qui s'occupe de l'allocation. Donc, il y a de tout ça. L'éventail tout se fait. Oui. C'est souvent des ententes, puis chacun a leur plan d'affaires. Ouais. Sinon, moi, je suis un peu plus dans l'institutionnel. Je suis partenaire avec des institutionnels. Oui. Habituellement, ça va être basé sur le revenu. Donc, on va avoir un pourcentage sur le revenu brut qui va faire qu'on va avoir une partie de frais payés pour la compagnie de gestion. Et il y a certains frais qui sont directement à l'immeuble. Donc, habituellement, il y a déjà, encore j'utilise le terme, là, une paye à l'interne au sein de la compagnie qui détient l'immeuble. Donc, c'est un autre niveau, si vous voulez, où il y a des coûts directs à l'immeuble, puis il y a des coûts indirects qui sont couverts par les frais de Très bien. Rendu là, c'est une question de modèle d'affaires selon... Oui, puis tout se négocie à la fin. Hein, oui, absolument, absolument. En terminant, vu que tu as un très, très fort background en RH, en ressources humaines, j'aimerais que tu puisses nous parler quelles sont les qualités marquantes d'un gestionnaire d'immeubles? Très bonne question. Est-ce que c'est sur son attitude, principalement ses valeurs, ou sur ses compétences? C'est de tout. C'est une très bonne question. Si je regarde les gens qui aiment évoluer, il faut aimer son travail. Je pense que c'est vrai dans n'importe quoi. Comme toi, tu adores ce que tu fais, donc ça va très bien de ton côté. La gestion immobilière, faut être multidisciplinaire. Il faut aimer être multidisciplinaire. Il faut aimer avoir des urgences et des imprévus. OK, je vais juste... Un dégât d'eau, ça peut arriver c'est partout. ça, je vais juste vous donner un exemple. Des fois, on fait dodo, puis là, ça sonne parce que, justement, il y a un incendie, un feu qui arrive dans un immeuble. Qui qu'on appelle dans ce temps-là? Le gestionnaire de l'immeuble. Oui. Puis vous n'êtes pas la seule à appeler la nuit à ce moment-là parce que ça sonne partout dans l'immeuble. C'est ça. Beaucoup d'imprévus. Il y a beaucoup d'imprévus. Il faut être capable aussi d'avoir une bonne expertise pour pouvoir prévenir parce qu'on ne veut pas gérer des feux tous les jours. Donc, c'est vraiment de la planification, la maintenance préventive qui va aider tous ces aspects-là. Donc, il faut être capable d'être très multidisciplinaire. Il faut bien connaître, je pense, que ça soit les règles au niveau du tribunal, au niveau de la régie du logement, le code du bâtiment. Tous ces aspects-là techniques sont importants, mais il ne faut pas juste être quelqu'un de chiffres et de technicité. Il y a des gens, il y a du personnel, beaucoup de personnel à gérer. Il y a beaucoup de locataires ils ont tous une histoire différente. C'est vrai. Ils ont tous des appréhensions, des attentes différentes. Absolument. C'est sûr que si on loue un logement à 4 000 versus un logement à 800 les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, il y a tout ça à gérer. C'est sûr que quand tu arrives avec une augmentation de 3-5 il faut gérer ça aussi. Donc, je pense que c'est ces deux volets-là. Il faut vraiment aimer les gens foncièrement. Oui. Puis, l'aspect technique est très important pour être capable de bien évoluer puis pour pouvoir justement ne pas avoir à gérer des feux tous les jours. Là. Tout à fait. Oui. Mais merci beaucoup, Philippe, d'avoir répondu à toutes mes curiosités. En résumé, en fait, ce que j'aimerais partager, c'est que je pense que la gestion d'immeubles locatifs, comme qu'est-ce qu'on a discuté dans l'émission, c'est qu'il y a de plus en plus de construction des immeubles locatifs, que les développeurs, pour eux-mêmes, ils veulent garder les immeubles. Donc, à ce moment-là, on a vraiment besoin d'être bien entouré des bons gestionnaires d'immeubles. C'est donc un domaine à forte croissance, selon moi. Donc, si vous voulez apprendre davantage, on pourrait peut-être continuer une autre émission pour faire un deuxième tour des questions là-dessus. Merci de votre écoute. À la prochaine.